Bonsoir, Jean-Pierre Lepolès, JPS Développement. Tout à l'heure, vous avez parlé des GAFA et des prises de parts de marché importantes que prennent ces sociétés. Bon, j'ai plutôt le sentiment que les GAFA, et on pourrait même étendre ça à certaines sociétés d'origine chinoise, comme Alibaba notamment, ont plutôt des stratégies de monopole, plutôt des stratégies de prise de parts de marché. Mais dans ces stratégies de monopole, je ne vois pas ni en France ni en Europe des acteurs positionnés avec cette volonté de prendre un monopole, quoi qu'il en soit, indépendamment de la rentabilité. Si on prend la rentabilité de Jeff Bezos sur Amazon, ça va être un point de rentabilité ou 1,3 de rentabilité, c'est-à-dire quasiment rien. Mais avec une volonté, peut-être hégémonique, alors c'est là qu'il faut en discuter, hein, de prendre un monopole planétaire. Et c'est cette volonté, à mon avis, de prise de risque, et c'est là où on va mettre le doigt sur un point important qui est le risque. Ces gens-là prennent énormément de risques. En contrepartie, ils auront un monopole. Et est-ce qu'on aura un monopole, notamment dans la santé, que vous avez évoqué tout à l'heure, ou dans d'autres domaines, où on pourrait éventuellement imaginer qu'en Europe, des acteurs se positionnent avec cette volonté de prendre des monopoles mondiaux? Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'une stratégie de monopole, parce que si je disais à n'importe qui ici, est-ce que vous voulez 100% de part de marché, tout le monde va dire oui, dans son business. Voilà, donc est-ce qu'on peut avoir une stratégie qui consiste à dire je veux être dominant? C'est la conséquence, il me semble, plutôt d'une stratégie efficace qui fait qu'on a des parts de marché très importantes. Ce qui va dans votre sens, c'est effectivement Jeff Bezos qui est capable de secouer les marges d'un secteur, le temps d'épuiser tout le monde, et puis après de revenir et de remonter ses marges. En l'occurrence, il ne remonte pas ses marges. Et donc, votre point reste valide, c'est-à-dire qu'on se dit, quand est-ce que les actionnaires commencent d'ailleurs à dire que ça serait bien qu'il remonte ses marges, il essaie de distribuer un peu d'EBITDA, mais je pense qu'effectivement, il est remis en cause très largement par Alibaba, qui finalement déplace du capital de chez lui vers eux de façon importante. Je voulais dire autre chose, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais oui, je ne suis pas sûr. Vous savez, cette perception de monopole, elle est très forte en Europe, donc à la Commission entre autres. En France, elle est particulièrement forte parce qu'il y a peu de pays où Google a 97% de part de marché. Donc la moyenne je crois, la part de marché de Google en Europe, c'est un peu moins de 80%. Et il n'y a pas de plateforme dans les GAFA qui détient, à part en France, une part de marché aussi exclusive. Donc, mais aux États-Unis, vous savez, Google est à 60% de part de marché. Derrière, il y a quand même des acteurs qui détiennent plus de 10 points de part de marché. Il y en a 2, en l'occurrence. Et sur certains pays, Google n'est absolument pas dominant. Je ne parle pas de la Chine ni de la Russie. Voilà, ils n'ont pas gagné sur tous les marchés. Il y a des acteurs qui arrivent à émerger de cette façon-là. Donc, je pense qu'il faut que le régulateur soit fort. Il est hors de question de laisser des acteurs être en situation de monopole parce qu'ils finissent systématiquement par en abuser. Il me semble que ce qui est intéressant, c'est de voir que la Commission, au travers de notamment son échec avec Microsoft, a accru son expertise. Et je peux vous dire que les gens qui s'occupent des enjeux de concurrence là-bas sont assez silencieux. Pour autant, ça fait partie des gens, lorsque je les rencontre, qui ont un niveau d'expertise par rapport à la moyenne des gens à l'égard du digital qui est le plus élevé. Donc voilà, c'est surtout là-dessus, et moi je crois profondément à la régulation, c'est de cette façon-là qu'on évitera à avoir des monopoles qui ont l'inconvénient de reprendre de la marge, mais aussi d'arrêter l'innovation, comme ça a été le cas de Microsoft pendant très longtemps. Une autre question? Oui, donc je vais poser une question avec la transition est parfaite parce que ça touche justement à la régulation et à la notion de position dominante. Parce que vous avez démontré de façon brillante qu'on est vraiment face à une somme d'opportunités et un changement, une révolution anthropologique. Mais j'ai l'impression qu'il y a une contrepartie qui est... on a vu qu'il y a un certain nombre de... en termes d'emploi, on n'est pas assuré d'avoir des pertes qui vont être compensées. Il y a une autre perte dont vous n'avez pas encore parlé, qui est en termes de fiscalité. La technique fait que, les opportunités font que une grande partie de la valeur ajoutée de l'économie se concentre quelque part, et ce quelque part, c'est aussi géographiquement à des endroits où c'est
elle disparaît de la mainmise que les États opéraient sur l'économie par le biais de la fiscalité. Mais seulement, les États, c'est aussi ceux qui protègent les faibles contre les forts, c'est ceux qui apportent les contre-pouvoirs, c'est ceux qui, dans le modèle anthropologique précédent, on va dire, c'est ceux qui sont là pour apporter un petit peu de la réciprocité dont vous avez beaucoup parlé. Vous avez raison, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si vous voulez, c'est intéressant d'ailleurs d'essayer de tracer l'origine de la puissance récente des paradis fiscaux. Et qu'est-ce que vous observez? Vous observez que la capacité à déplacer de la valeur pour les mettre dans les paradis fiscaux, ça a explosé avec finalement la première révolution numérique qui est celle de la globalisation des marchés financiers. C'est-à-dire dès le milieu des années 80, les premiers qui ont installé des infrastructures numériques extrêmement puissantes, c'est le monde de la finance, qui ont globalisé pour faire des effets les places financières et qui ont convaincu les régulateurs de l'intérêt de faire du levier pour accroître finalement l'argent circulant dans l'économie, ce que je disais tout à l'heure à l'égard de M-Pesa. Donc, mais à une échelle très substantiellement plus importante. Et ce faisant, on a permis très facilement d'avoir des capitaux qui fiscalement étaient déplaçables. Et quand on peut déplacer les capitaux, on est capable de les isoler du fisc. Ce phénomène s'est amplifié, il est devenu complètement dominant et il est évident que les plateformes, les GAFA, sont pas seulement, mais d'une façon générale, l'ensemble des plateformes numériques, essayent, à partir du moment où elles ont atteint une taille critique, d'isoler leurs bénéfices de la saisie possible du fisc. Donc on arrive à des aberrations, des situations où les États commencent à dire on va essayer de relocaliser finalement la part de valeur que vous faites, les coûts de transfert, etc. etc. Mais finalement, ce qui, je crois, pourrait mettre un frein à ça, c'est les travaux qui sont menés actuellement à l'OCDE, BEPS, qui sont des travaux extrêmement ambitieux, puisqu'ils consistent à refonder la notion d'établissement stable, qui est de dire on ne va plus fiscaliser à partir du moment où la valeur est émise par un établissement, mais on va fiscaliser sur le lieu de consommation. On en parle assez peu, mais c'est vraiment quelque chose de très très ambitieux. Ça va avoir des impacts évidemment dans le numérique de façon très importante, mais ça va aussi avoir des impacts sur l'ensemble des acteurs économiques. Une société par exemple comme LVMH n'est pratiquement pas fiscalisée en Chine. Et ça changera dès lors que BEPS passera en œuvre. Donc je crois que ça, ce sont des travaux qui sont tout à fait louables et il faut espérer que les acteurs politiques de toutes sortes, qui vont devoir à un moment se mettre d'accord, comme dans les grands rounds de l'Uruguay ou d'autres, acceptent, parce que c'est leur intérêt, que cette régulation finalement se mette en œuvre. Mais comme finalement les principaux pays touchés, c'est quand même les pays à forte fiscalité, je pense que là-dessus, ils vont être d'accord. J'ai une question ici. Oui, Gilles Mahé d'Assosystème. En fait, finalement, ma question est assez proche d'une question précédente. Je me posais la question de savoir comment vous envisagez l'équilibre entre la régulation et les équilibres de pouvoir dont vous parliez tout à l'heure en évoquant Montesquieu, et puis les barbares, quoi. Donc l'opposition barbare et régulation et équilibre de pouvoir, comment vous voyez la chose? Alors, encore une fois, question extrêmement ouverte, extrêmement... La première chose, c'est la notion de culture. C'est-à-dire que vous avez des régulateurs qui ont été formés pour le XXe siècle et qui doivent réguler le XXIe siècle. Et ça, c'est vrai à la fois, je dirais, des équipes administratives et techniques, qui sont des gens qui font, par exemple, les autorités administratives, mais c'est aussi vrai pour le corps politique. Et dans le monde entier, ici on s'en plaint beaucoup, mais il n'y a pas que chez nous, on se plaint finalement de l'incapacité des acteurs politiques à mettre en place des régulations qui sont adaptées à cet égard. Je pense que c'est une évolution qui se fera avec le temps. Le cycle politique fait que, d'une certaine manière, c'est plus lent qu'ailleurs, mais personnellement, j'ai tendance à croire que c'est aussi une des raisons pour laquelle il y a une défiance très importante, c'est qu'on a le sentiment de façon inconsciente à l'égard du corps politique que finalement les vrais enjeux ne sont pas là, ne sont pas adressés. Et moi, si vous voulez, assez souvent, je suis amené à croiser des acteurs politiques et je leur dis, si vraiment vous voulez aller chercher les jeunes, vous savez, la moyenne d'âge des votants, c'est 60 ans en France.
Donc c'est extrêmement vieux. C'est des gens qui, évidemment, ont des préoccupations qui ne sont pas les mêmes que les plus jeunes. Et je leur dis, si vous voulez aller chercher les jeunes, il faut que vous créez, finalement, caractérisiez le débat politique autour du numérique et qu'il y ait une pensée politique numérique qui émerge. Finalement, ces enjeux sont tellement fondamentaux que dans tous les domaines régaliens de l'expression de l'État, il y a du numérique. Je peux vous donner, je vous donne un exemple, c'est par exemple l'immigration, qui est un sujet extrêmement polémique. Eh bien, dans l'immigration, il y a en France aux alentours de 6000 personnes qui gèrent ça, avec un niveau d'arbitraire qui est extrêmement élevé. Et quand vous parlez avec des gens qui sont amenés à voyager de l'étranger en France, notamment dans des pays sensibles, les pays africains, et on va dire, j'ai eu mon visa la dernière fois, je ne comprends pas, je suis importateur ou exportateur de tel produit, puis cette fois, je ne l'ai pas eu, etc. Si vous remplacez ça par une plateforme, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des gens qui ont fait la simulation au sein de l'administration française. Vous faites, d'une part, vous passez de 6000 personnes à 150 personnes, et vous êtes capable d'avoir un niveau de sécurité qui est beaucoup plus élevé. Parce que vous pouvez mesurer des choses que vous ne pouviez pas mesurer auparavant, comme par exemple la localisation, où sont les gens au moment où ils demandent des visas. Vous voyez, vous pouvez également être capable de mesurer finalement l'origine de leur diplôme dans certains cas. Est-ce que ce dont ils vous parlent est lié avec des vrais diplômes ou alors des certificats d'importation. Donc tout ça, vous pouvez le mettre dans une plateforme, ce qui n'est jamais fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on vous demande d'imprimer une feuille de papier, le mettre dans le dossier, vous avez des fonctionnaires qui sont habitués à mettre des coups de tampon, alors qu'une plateforme permettrait de faire ce genre de choses. Ça, on en revient à cette notion de design de l'expérience utilisateur que j'évoquais tout à l'heure. Vous pouvez réellement repenser l'ensemble des politiques publiques, qu'il s'agisse de la sécurité, de la santé, de l'éducation, avec ce type de logique. Mais faut-il encore que ça devienne des débats politiques, ce qui sont loin d'être le cas, puisque je pense qu'au contraire, les acteurs politiques s'attachent à éviter que ce soit le cas, parce qu'ils sont extrêmement malhabiles à l'égard de ces enjeux. Donc je pense que la première forme de réponse, c'est le fait qu'il y ait une culture politique à l'égard des enjeux du numérique. Et puis il y a une deuxième notion qu'il faut évoquer à cet égard, c'est qu'on rentre quand même dans un monde où l'expression citoyenne est plus aisée. Et le principe de représentation est challengé par le principe de participation. Et je pense que dans bien des domaines, la régulation de l'action peut être extrêmement intelligente. Moi, je suis très sensible à cette notion. Je suis membre de Parlement et Citoyens, qui est une grosse association qui recense toutes les actions citoyennes et qui démontre que finalement, la multitude est capable de prendre des décisions avisées dans des domaines qui sont parfois extrêmement polémiques, qui sont du domaine des enjeux moraux, par exemple sur le mariage homosexuel. Il y a eu des expériences qui ont évité le pugilat qu'on a connu en France, et qui ont visé à mettre en face des gens qui sont a priori pas d'accord et la pousser à dialoguer. C'était tout à fait intéressant. Mais dans tout un tas d'autres enjeux, comme par exemple l'urbanisme, faire en sorte qu'il y ait de la concertation urbanistique au travers des plateformes et que les gens arrivent à avoir un consensus éclairé. Je vous donne un exemple très vite. C'est celui de la répartition des crèches dans la ville de Gothenburg. Göteborg, je ne sais pas très bien le prononcer. Bon, la mairie a proposé un schéma de répartition des crèches. Et puis, il y a des gens qui ont dit, c'est pas juste parce que vous mettez des crèches dans les quartiers riches et les gens peuvent se payer des nounous et on devrait plutôt les mettre... Et finalement, il y a eu une association qui a superposé des cartes, qui étaient la carte des transports, en montrant la vitesse de déplacement dans la ville en fonction des quartiers, la carte de la démographie, la jeunesse, la carte des naissances, les cartes des services publics, etc., etc. Et puis après, a demandé aux gens de se prononcer en disant où ils habitaient. Et ce qui était tout à fait étonnant, c'est que même les gens qui étaient dans des quartiers défavorisés ont plus voté qu'auparavant pour ce que les crèches soient localisées dans des endroits particuliers, donc favorisés à cet égard. Donc je crois que cette idée de dire que le populisme est intrinsèque à l'existence de ces plateformes n'est pas forcément fondée. Et encore une fois, je pourrais vous donner beaucoup d'exemples qui appuieraient ce point-là. Et je crois que les démocraties sont amenées, d'une façon nécessaire et naturelle, à évoluer pour prendre en compte cette dimension. Je crois qu'il y a une question, Henri. Oui. Oui, bonjour, Jérôme Faux, je dirige un fonds de capital risque qui s'appelle Innovacom. Donc j'ai une question sur la monétisation des données. Donc toutes les plateformes dont vous parlez, donc les GAFA en particulier, finalement captent beaucoup de valeur parce qu'on leur donne nos données et surtout la façon de les corréler entre elles.
Donc, est-ce qu'il y a moyen finalement de se réapproprier ces données, de les conserver pour nous et finalement de garder cette valeur pour nous en tant que citoyens? Alors oui, il y a, c'est un bon sujet. Vous savez qu'il y a actuellement en débat, alors là c'est actuellement au Conseil de l'Europe, ça retournera au Parlement à l'automne, un texte qui je crois est fondamental, dont je parle normalement dans les prochains slides, qui est le règlement européen des données. Et l'essence de ce texte, c'est ce que vous venez d'évoquer, c'est le fait que ce qui prime avant tout, c'est l'inaliénabilité de nos données. Et le fait qu'on ne peut pas les utiliser sans votre accord. Ce texte est, je crois, assez ambitieux, et d'ailleurs, outre-Atlantique, il est très suivi. En tout cas, les échanges qui ont lieu à cet égard sont très suivis. Je pense qu'il a des avancées qui sont extrêmement louables, et puis il y a d'autres sujets sur lesquels moi je suis moins à l'aise, mais d'une façon générale, je pense que c'est un texte absolument fondateur. L'idée, d'une façon générale, est de dire qu'il faut simplifier la compréhension des enjeux liés à la régulation des données et que vous êtes capable à tout moment de pouvoir réorienter cette notion. Ce n'est pas forcément la Commission européenne qui l'a inventé, puisque préalablement à ça, il y a eu ce que j'ai rapidement mentionné tout à l'heure, qui est la notion de Blue Button. Le Blue Button, c'est quoi? C'est le DoD, le Department of Defense américain, qui a dit il y a maintenant 15 ans, vous pouvez aller sur un site web et en cliquant sur un bouton bleu, vous allez récupérer sous forme tabulaire, sous forme de tableau, toutes vos données, toutes les données qu'on a sur vous. Et au fur et à mesure des années, ils ont enrichi ces données. Par exemple, il y a ce que vous mangez à la cantine. Il y a les horaires auxquels vous arrivez, vos arrêts maladie, etc., etc. Tout ce qu'on a sur vous, qu'on conserve. Et c'est évident que ces données ont de très grandes valeurs d'un point de vue épidémiologique. Vous avez également les examens médicaux qui sont faits lorsque 2 fois par an, vous êtes inspecté le DoD. Donc ça postule du principe générique qui est que les données appartiennent avant tout aux gens et après, vous en faites ce que vous voulez. Puis derrière ça, vous avez des startups qui se sont créées, qui récupèrent le Blue Button, avec votre accord évidemment, et qui font tout un tas de choses, qui vous disent finalement, est-ce que vous êtes fréquemment malade, est-ce que vous avez du mal à vous lever le matin, est-ce que vous mangez trop salé, trop sucré, etc. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui est repris. On parle aujourd'hui pour l'énergie du Green Button. Il y a tout un tas d'initiatives qui vont dans ce sens. Et je pense que le principe générique de pouvoir à tout moment reprendre vos données, c'est quelque chose qui va traverser le XXIe siècle. Dernière question. Oui, oui. Venu ici. Non. Prends ceci d'abord. Merci. Donc Adel Zaidi, je travaille au sein d'un éditeur de logiciels de business intelligence qui s'appelle Click. J'ai une question par rapport à ce que vous disiez sur le fait de rentrer dans la data. Vous aviez aussi parlé d'un modèle qui était anti-blouse blanche, si je reprends vos termes. Cette nouvelle ère, qu'est-ce qu'elle a comme impact au niveau d'éducation? Que ce soit pour les plus jeunes ou pour... Question que j'adore, merci pour cette question. Bravo pour Click en passant, magnifique start-up. Le sujet de l'éducation est un sujet fondamental. On rentre dans une ère où la connaissance va avoir encore plus de valeur que dans les 2 ou 3 siècles qui viennent de s'écouler. Et ce qui, je crois, est très interpellant, c'est le fait que ça n'est plus finalement le savoir qui est massivement disponible. Aujourd'hui, quantité de savoir auquel on peut accéder est là, qui sera fondamental, le fait de connaître des tables de multiplication, mais c'est la capacité à avoir une agilité par rapport à ce savoir. Et cette notion est vraiment importante, elle fait l'objet de réflexions très poussées en matière de pédagogie, et on s'aperçoit finalement que les gens qui sont amenés à avoir la plus grande agilité dans ce monde digital sont souvent des gens qui sont issus de processus d'éducation alternative. Les fondateurs de Google, mais également le fondateur de Twitter, sont des gens qui ont été dans des écoles de type Steiner et autres de pédagogie alternative. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous interpelle beaucoup à l'égard des pédagogies qui, notamment, sont des pédagogies digitales, des pédagogies associatives. Et il me semble que
le système pédagogique tel que Jules Ferry l'a créé, le système académique, un peu ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire transmettre un savoir du haut de l'estrade. C'est un système qui est amené à être largement challengé par de nouveaux processus qui permettent d'avoir des relations, des systèmes cognitifs qui sont beaucoup plus élaborés que ce qu'on connaît. Le premier livre qu'il faut lire, c'est le livre de Salman Khan. Donc Salman Khan, c'est l'inventeur de la Khan Academy, et qui dit finalement, au travers de mes petites vidéos de 2 minutes, j'étais capable de mesurer le comportement des gens, de faire une sorte de learning analytique, et finalement d'observer qu'il y avait des patterns et qu'un certain type de population avait buté sur certains types de problèmes, et que donc on était capable de mettre dans la file des vidéos qui allaient les aider à traiter ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment une révolution qui n'est pas encore survenue, mais qui, je crois, va naturellement survenir. C'est la révolution des protocoles pédagogiques et la révolution qui verra le modèle de l'éducation inversée, le modèle des des education machines devenir central dans les processus éducatifs. Je ne sais pas si on sait ça, mais aujourd'hui, je crois que 40% des Américains qui sont au collège vont 1 fois par semaine sur la Khan Academy. Je ne sais pas si on a idée de ça. Et je crois que quelque chose comme 70% des Américains, des jeunes Américains, sont allés 1 fois sur la Khan Academy. Donc voilà, ça c'est des notions. On n'est pas forcément conscient de ça en France, mais ce n'est pas uniquement le fait que c'est du savoir, c'est aussi la forme de ce savoir. Le fait que ce soit des petites pastilles de 2 minutes, qu'on peut revoir autant de fois qu'on veut, et donc on n'a pas peur de poser la question et qu'on peut réellement faire ce qu'on veut avec ça. Ça, c'est tout à fait intéressant. Et je finirai par évoquer une école que j'aime beaucoup, qui est l'école 42. L'école 42 a complètement bousillé le protocole pédagogique tel qu'il existe. Il n'y a pas de prof à 42. Et en fait, c'est une succession d'exercices. Et quand vous discutez avec les fondateurs de cette école, ils vous disent, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est certes que les gens apprennent le code, mais avant tout, qu'ils développent des stratégies de collaboration au sein de l'école, qui comprennent qu'ils vont apprendre plus vite s'ils collaborent. Et ça, c'est typique de ces systèmes d'éducation inversée. Donc, je ne vais pas parler de ça, sujet encore une fois sur lequel je fais une conférence également, mais pour ceux que ça intéresse, je vous invite à taper les noms de Ken Robinson, de Sugata Mitra, de Salman Khan sur Internet, potentiellement d'acheter leurs livres, qui sont juste incroyables et fascinants, et qui vont vous démontrer qu'il n'y a aucune fatalité en matière de... Ah puis si, je vais vous rajouter quelque chose, en matière d'éducation. Une dernière chose à l'égard de l'éducation, et ça je vise particulièrement le système français, c'est que l'éducation n'est pas une idéologie. L'éducation, c'est une science. La démonstration la plus évidente de ça, c'est ce qui s'est passé en Californie il y a maintenant presque 30 ans. C'est le fait que Jeff Bush, qui était gouverneur de la Californie, a confié à un pédagogue le soin de réformer le système, pas de la Californie, pardon, de la Floride, le système de Floride. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inventé le National Reading Panel, qui consiste à mesurer les protocoles pédagogiques. Et puis, en fonction du contexte, on regarde ceux qui marchent le mieux et on les redistribue à d'autres professeurs qui sont dans le même contexte. Et vous le croyez ou pas, mais si on mettait la Floride dans PISA, il serait dans les 3 ou 4 premiers. Voilà. Alors qu'ils dépensent beaucoup moins que les autres pays dans le système éducatif. Donc ça, c'est juste de la data, c'est de la statistique extrêmement simple, c'est finalement repérer les systèmes vertueux et permettre de les dupliquer sans avoir une logique un peu, entre guillemets, à l'échelle d'un pays qui pourrait être pour certains républicaine, mais pour d'autres qui peut être extrêmement néfaste parce qu'on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même histoire. Alors je crois que j'en ai une. Henri, après j'en ai une ici et après Mamie. Et l'heure tourne. Oui, bonsoir. Question courte, réponse courte, s'il vous plaît. J'ai une question, alors, au-delà de la question de la régulation, sur la question de la sécurisation des données et sur le piratage. Parce que donc, clairement, les données ont de la valeur pour les entreprises conventionnelles, mais aussi pour des organisations criminelles ou plus opaques. Et est-ce que ce développement de la donnée, de ces logiques de plateforme, crée pas un risque très important, comme on a pu le voir sur le piratage de Sony? Et en tout cas, est-ce que ce développement de la donnée ne va pas plus vite que la question de sa sécurisation et de sa protection? Alors, je ne sais pas vous dire si ça va plus vite, mais en tout cas, ça rejoint ce que je vous évoquais tout à l'heure.
le fait qu'à nouvelles opportunités, nouvelles menaces. Et les menaces à l'égard de la sécurité sont extrêmement nombreuses. L'autre jour, vous aviez le CSO, le Chief Security Officer de Google, qui disait bah, « c'est pas compliqué, le niveau d'attaque que l'on a aujourd'hui une fois par heure, c'est celui qu'on avait une fois par an il y a 4 ans. » Donc ça montre le niveau d'agression que vivent ces sociétés. Pour autant, vous observez que malgré tout, ils arrivent à gérer ça. Il y a des incidents, il y a parfois des fuites de données, mais globalement, face au niveau industriel de traitement de données auquel ils sont parvenus, ils arrivent à gérer ça. Et il y a une étude, je ne sais plus quel cabinet qui a fait ça, qui est assez récente, qui montre que finalement, plus vous êtes dans des logiques de cloud, plus vous êtes dans des logiques de plateforme unifiée de données, moins vous avez de risques. Parce que finalement, vous êtes capable d'identifier clairement, au travers des API, vos points de sensibilité. Et quand vous avez des logiques de ERP, vous avez des données qui sont beaucoup plus ouvertes, vous avez des logiques d'administration de données qui sont beaucoup plus sensibles au social engineering. Et je pense que, en fait, là, la notion d'échelle permet d'arriver à des niveaux de sécurité qui sont relativement élevés. Il faut éviter les fantasmes. À cet égard, on est beaucoup à les véhiculer. Par exemple, quand on vous raconte que TV5, c'était une agression extrêmement industrielle. Moi, j'ai des copains qui ont fait l'audit de TV5, qui étaient dedans. Et ce qu'ils vous disent, entre quatre yeux, c'est qu'il n'y avait pas de sécurité, qu'on n'avait jamais formé une seule personne au social engineering, c'est-à-dire au fait que voilà, vous pouvez avoir un copain qui a l'air super copain, et en fait, c'est quelqu'un qui cherche à récupérer les mots de passe que vous allez lui donner. Je dirais même un peu plus loin, il n'y a eu aucune formation à la sécurité dans France Télévisions. Et je crois que pour des gens qui sont amenés à recevoir des pièces jointes à longueur de journée parce que ce sont des journalistes, c'est quand même assez préoccupant. Donc quand on vous raconte que c'était une agression extrêmement coordonnée, extrêmement industrielle, moi j'ai tendance à croire que c'est parce qu'on va présenter un projet de loi au Parlement et qu'on sait très bien que ça va être difficile de le faire passer et qu'on profite finalement d'une faille pour faciliter les choses. Une question ici. Alors en fait, oui, donc Jean-Louis Brouard, Pôle emploi. En fait, j'ai pas une question mais deux. J'en ai une première sur les GAFA. J'avais vu à quel point, enfin vous nous avez expliqué à quel point l'agilité est importante et le potentiel d'évolution et de créativité est énorme. J'avais été frappé à l'époque de l'arrivée de Google, de la disparition, enfin de la manière dont avec la vitesse avec laquelle ils avaient supprimé Yahoo. Et je vais vous demander si les GAFA seront des entreprises qui seront vieilles un jour, et à quel âge. Donc ça, c'est la première question. J'en ai une deuxième, vous nous avez expliqué à quel point les data étaient importantes, et aussi qu'elles étaient à la base de la création de valeur. On peut donc imaginer que si je suis propriétaire de mes data, il y a peut-être un modèle économique qui va s'inscrire beaucoup plus dans la consommation que dans la production et dans le travail. Et est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas aussi en train de repenser le travail pour le XXIe siècle ? Moi, je n'ai pas la réponse à la première question, mais c'est une très bonne question. Effectivement, on se dit toujours, bon, ben voilà, maintenant qu'ils ont toutes les données, ils sont là pour des siècles et ils vont rester. Mais si on observe l'histoire, elle a tendance plutôt à nous démontrer le contraire. Donc, il y a eu des cas d'acteurs dominants. Il y a eu Rockefeller avec la Standard Oil. Bon, lui, il a été démantelé par la régulation. Donc, clairement, il avait toute la chaîne de valeur et il faisait ce qu'il voulait. Et il fallait que le régulateur entre en œuvre. Puis il y a eu d'autres acteurs sur lesquels on s'est dit ils sont là pour rester également, et ils ne sont pas restés. Je pense à une société comme Microsoft, et avant eux IBM. IBM avait à un moment une domination totale des systèmes informatiques, et on pensait que c'était très difficile de rentrer sur ce marché. Et ils ont fait une erreur stratégique, qui est de ne pas voir l'importance de la micro-informatique, et ils se sont plantés. Et Microsoft a fait une autre erreur stratégique, qui est de ne pas voir le fait que l'OS n'était pas le one-stop shopping, mais qu'on pouvait délocaliser ces fonctions-là dans le cloud. Et ils ne se sont pas plantés, c'est quand même une société florissante, mais en tout cas, ils ont perdu leur capacité de domination qu'ils avaient auparavant. Donc, je n'ai évidemment aucune réponse à l'égard de Google, mais c'est tout à fait intéressant de se dire il peut y avoir une rupture technologique, il peut y avoir une rupture d'usage qui fait qu'on passera à autre chose
Et je crois que c'est la question que le régulateur doit avant tout se poser. Est-ce que c'est possible? Si c'est plus possible, il faut sans doute être coercitif. Je crois qu'on a une dernière question ici. Rappelez-moi. Sur les data, la propriété, et donc imaginer un modèle sans travail. Sans valeur travail. Ah oui, alors là, vous faites référence au livre de Jaron Lanier, je pense. Alors, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Il est passionnant. Jaron Lanier, c'est un autre cyberactiviste américain qui a une natte qui lui descend jusqu'aux fesses et qui est un consultant pour Microsoft. Lui, il dit, finalement, si on veut éviter les concentrations de capitaux primaires, il faut qu'à chaque fois qu'on tape quelque chose dans un réseau social, ça a une valeur de quelques fractions de centimes qui nous soit reversée. Et alors ça paraît très naïf comme idée, mais c'est très structuré, son livre est absolument passionnant, et il montre d'ailleurs qu'il a une agilité à l'égard des concepts du numérique qui est incroyable, dont je me suis beaucoup inspiré. Donc d'une certaine manière, vous me permettez de lui rendre hommage, et je pense que je n'ai pas de réponse à cette question, mais vraiment lisez ce livre, il est passionnant.